Bonjour, vous écoutez Des SI et des Hommes, le podcast créé par Stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer pour ce nouvel épisode de Des SI et des Hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation numérique du secteur associatif. Alors, on va démarrer par quelques chiffres. En France, ce secteur-là, c'est 113 milliards d'euros, soit 3,3% du PIB. C'est le budget vraiment cumulé des associations en France. C'est vraiment un pan majeur de notre société française. On l'estime à 1,5 million le nombre d'associations actives en France, auxquelles contribuent 22 millions de bénévoles actifs et 1,8 million de salariés. Ça représente 10% des emplois en France. Donc c'est une minorité qui va se déclarer mature vraiment à la transformation numérique, à la numérisation, d'après la 3e édition du baromètre La place du numérique dans le projet associatif, qui est réalisé par l'association Recherche et Solidarité et Solidatech. Et pourtant, les associations espèrent beaucoup des outils numériques et leurs données sont également une source à forte valeur ajoutée qu'il serait dommage de laisser de côté. Pour échanger sur ce sujet, et évoquer comment une association peut mener sa révolution numérique, je suis en compagnie aujourd'hui de Delphine Laurent, directrice de Solia Loire Puy-de-Dôme et aussi de l'asile de nuit de Saint-Étienne. Bonjour Delphine, très heureux de t'accueillir ici dans ce nouvel épisode, enfin ici Bonjour. mais plutôt chez toi. Avant de te présenter, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique ? Alors, mon premier souvenir, je me souviens du bruit du modem quand il se connectait à Internet. Ce petit bruit qui vraiment m'a marqué. Et aussi le premier ordinateur que j'ai eu quand j'étais chez mes parents. J'étais jeune adolescente. Et c'était vraiment l'effervescence. On avait droit à 1 heure maximum. On était 3 enfants d'ordinateur. C'était une révolution, c'était super. Donc je me souviens de ça et donc c'est un souvenir très positif. C'est vrai que ce modem a beaucoup de signification. Moi encore, quand ma grand-mère appelle au téléphone et que ça sonne occupé, elle me dit « T'étais sur Internet ?» Voilà, donc c'est vrai que ce modem, c'était notre premier arrivée d'Internet dans les maisons et c'était vraiment le début de la transformation numérique. Avant de rentrer vraiment dans le sujet de la transformation numérique des associations, je voudrais que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ces 2 associations dont tu es la directrice depuis peu, mais tu y es depuis déjà quelques temps. Voilà, j'ai envie d'écouter un petit peu ton parcours et aussi un petit peu que tu nous présentes Solia Loire Puy-de-Dôme mais aussi l'asile de nuit. Très bien, alors effectivement, je suis directrice de ces associations depuis le 1er février, mais je suis présente depuis un peu plus de 10 ans maintenant au sein de Solia. C'est une association historique qui est présente depuis 1953 sur le Stéphanois. Solia Loire. Elle a changé de nom, elle s'appelait Calpact, alors certains se souviendront peut-être pour nos anciens de ce nom-là, Calpact, Pacte Loire, et ensuite en 2015 elle a changé de nom pour Solia, qui veut dire solidaire pour l'habitat. C'est le nom de notre fédération nationale également. En 2019 on a repris l'activité du Puy-de-Dôme, donc désormais on s'appelle Solia Loire Puy-de-Dôme. Et Solia, c'est aussi un groupement qui réunit en fait 3 associations, donc Solia Loire Puy-de-Dôme, Solia BLI Loire, notre filiale de maîtrise d'ouvrage d'insertion, et l'asile de nuit dont tu as parlé tout à l'heure. Donc c'est en tout 65 collaborateurs qui sont donc répartis en grande majorité sur le département de la Loire, puisqu'on a Solia Loire et l'asile de nuit, mais aussi sur le Puy-de-Dôme où on a une équipe qui est très active sur ce département. Notre objectif à Solia Loire Puy-de-Dôme, il est double. D'abord, c'est d'accompagner des propriétaires dans la réhabilitation de leur logement. Réhabilitation ou amélioration, puisqu'on parle aussi d'adaptation du logement pour des personnes en perte de mobilité. Mais c'est aussi d'accompagner des personnes qui sont en difficulté dans leur parcours, de les accompagner dans l'accès et le maintien dans le logement, ou l'hébergement si on intègre aussi l'asile de nuit. Notre filiale de maîtrise d'ouvrage, elle a pour objectif d'acheter du logement, de le réhabiliter et d'en faire du logement très social, qui est mis ensuite à disposition de Solia Loire Puy-de-Dôme pour y loger des personnes en difficulté. Ok. Et tu nous as parlé donc du nombre de salariés qu'il y avait à Solia Loire Puy-de-Dôme et l'asile de nuit. Et c'est aussi autour de ça, il y a des bénévoles.
c'est géré par des bénévoles, c'est ça? Alors, on a quelques bénévoles, effectivement. Ce sont des bénévoles administrateurs, surtout. Donc, au sein des conseils d'administration de Solia, Loire-Puy-de-Dôme et l'Asile de Nuit, des administrateurs qui sont bénévoles et qui s'investissent dans les différentes thématiques de l'association. C'est vrai qu'on n'est pas encore à l'image de certaines associations qui font même exercer certaines missions par leurs bénévoles. C'est pas le cas de Solia Loire-Puy-de-Dôme pour le moment, mais ça fait partie, comme toute association, effectivement, de nos missions. On a aussi cette possibilité d'avoir des bénévoles et d'agir avec eux. Ok. Avant, on va continuer sur le sujet du numérique, et je voudrais un petit peu revenir sur une terminologie du mot transformation numérique ou transformation digitale, parce que c'est un sujet qui revient souvent et je voulais un peu en parler dans ce podcast. Sais-tu la différence, Delphine, entre ces deux termes, numérique et digital? Comment tu vois la chose, toi? Alors j'avoue que c'est pas forcément très clair pour moi. Dans digital, effectivement, enfin moi je vois effectivement l'origine du mot. J'imaginais plutôt le côté digital sur tout ce qui est outils et le numérique vraiment sur le côté technique. Mais je me trompe peut-être. Alors ça a rien à voir, numérique et digital. Digital, c'est un terme anglais qui a été repris dans la langue française. Il est très utilisé lorsqu'il faut parler d'Internet, de réseaux sociaux ou d'informatique, et il se traduit en français par numérique. Comme vraiment l'a indiqué le journal officiel, il existe bien le mot digital en français, mais l'Académie française, elle l'a bien précisé depuis maintenant plus de 10 ans, que cet adjectif signifie qui appartient au doigt, et qui se rapporte au doigt. Donc aucun rapport avec le numérique. Alors j'insiste beaucoup et je parle beaucoup de transformation numérique et pas de digital. On parle de numérique. Donc moi, c'est un mot qui me parle beaucoup. Mais bon, c'est pas vraiment un combat crucial à mener dans le numérique. On va parler maintenant de transformation numérique dans les associations, mais on va essayer de définir ce que c'est réellement pour une association. On va dire, je pense que tu vas nous le montrer, c'est un changement des usages, des process, des outils de l'ensemble de la société dû à la numérisation. Vos usagers évoluent, vos bénévoles évoluent, vos agents évoluent, le besoin devient différent pour chacun, donc forcément les modes de travail, les habitudes, la communication aussi évolue petit à petit, parce qu'on pourra revenir aussi sur ce sujet-là, parce que vous devez capter aussi des nouveaux clients, on peut parler de clients, et on va se rapprocher de plus en plus finalement du monde de l'entreprise, du monde de l'entrepreneuriat, où l'association devient une vraie entreprise, et fonctionne de la même manière. On verra que de toute façon, tout au long du podcast, tu vas nous montrer un petit peu que on n'est pas loin du monde de l'entreprise et que vous gérez de la même manière une association comme une entreprise. Donc vous avez vraiment ce besoin de changement et d'adaptation au même titre, comme je viens de le dire, de tout type d'entreprise, comme tout type de collectivité. Toi, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec tout ça, Delphine? Est-ce qu'on en est là aussi à Solia? Est-ce que ça a été l'élément déclencheur à cette transformation numérique? Alors je dirais que oui, je rejoins complètement ce que tu as dit. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'association, on a effectivement les mêmes besoins qu'une entreprise. Peut-être qu'on pourrait dire un peu simplement qu'on a besoin de se moderniser. Dans l'esprit de beaucoup de gens, les associations, elles fonctionnent encore avec du papier, sur des process qui sont assez vieillots. C'est pas du tout notre cas à Solia, puisqu'on a pris la mesure de ce changement il y a déjà plusieurs années. Et je te rejoins complètement quand tu dis que le changement, c'est aussi dans les process. C'est vraiment ça. En fait, on a des besoins qui évoluent. Donc les besoins de nos usagers évoluent, de nos commanditaires évoluent aussi, bien sûr. Et à nous de nous adapter. La difficulté qu'on peut avoir par contre par rapport à une entreprise, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens d'investir. Ça, c'est important de le souligner parce que en tant qu'association, donc nous sommes à but non lucratif. Donc l'objectif, c'est d'équilibrer nos recettes, nos charges. Et c'est vrai que quand on parle d'investir dans des nouveaux moyens, c'est toujours assez compliqué pour nous de trouver justement ces marges de manœuvre-là. Après, l'élément déclencheur pour nous de
d'aller dans ce changement, ça a été donc l'évolution des besoins, comme tu l'as dit, et aussi l'accroissement du volume d'activité. En 10 ans, on a vraiment eu un volume très important de nouvelles demandes, de nouveaux besoins qui nous ont été orientés et auxquels nous avons dû répondre. Pour répondre à ces nouveaux besoins, en gardant la qualité de service que nous avons et même en l'améliorant, il a fallu s'engager dans cette transformation. Et tu as parlé des éléments déclencheurs. Est-ce que ça s'est fait en même temps pour les deux associations, pour la Solia et l'asile de nuit? Je sais que Solia, ça a dû démarrer il y a maintenant 3 ans à peu près 3 ans. Et l'asile de nuit, c'est plus récent? Voilà, c'est ça. L'asile de nuit, c'est plus récent. Alors c'est vrai qu'on est vraiment sur des champs d'activité assez différents, hein. Solia, donc sur la partie travaux, accompagnement dans le cadre du logement, gestion de logement social. Et l'asile de nuit, où on est sur de l'hébergement d'urgence. Donc des personnes qui nous sont orientées via le 115, des personnes accueillies sans condition, quand elles se présentent au portail de l'asile de nuit, en fait, hein. Donc dans la pratique, on est vraiment sur des choses très différentes, et il a fallu engager aussi cette transformation au niveau de l'asile de nuit, mais ça a pris un peu plus de temps. Aussi parce qu'on n'avait pas forcément la même exigence de nos partenaires financeurs, ça aussi il faut le souligner. Au niveau de Solia, on est sur tout un champ de notre activité sur une logique d'appel d'offres. On répond à des appels d'offres. Et forcément, quand on est dans une logique d'appel d'offres et donc de concurrence, on se doit d'être en avant, hein, par rapport à tout ça. Pour l'asile de nuit, on était sur un fonctionnement un peu plus différent, avec des financements qui nous sont donc donnés par l'État, par le département, par la ville de Saint-Étienne, pour assurer une mission d'utilité publique. Donc des choses un peu différentes. Il n'empêche que pour ces deux associations, et donc en tant que directrice, c'est très important pour moi, je souhaite absolument qu'on soit sur un niveau d'exigence, de qualité de service identique, et donc qu'on ne fasse pas de la qualité au rabais, parce qu'il s'agit de personnes sans domicile. Voilà, on n'est pas du tout sur cette logique-là, au contraire. Intéressant, parce que c'est vrai que, tu l'as rappelé, c'est une association à but non lucratif. L'objectif, c'est d'aider les gens, pour les deux, hein, alors sur des situations qui peuvent être différentes, mais qui vont se rejoindre à un moment. Donc je trouve que voilà, c'est important. Et puis surtout, ce que tu dis, c'est que l'élément déclencheur, ça a été aussi l'accroissement du volume d'activité. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus besoin de vous pour aider des gens qui sont dans le besoin. Et ça va rejoindre un petit peu par rapport à votre transformation numérique. Quel a été vraiment les objectifs ou l'objectif premier ou les bénéfices que t'attends, que l'association attendait de la transformation numérique? Est-ce que c'était plus tourné vers les bénévoles? Est-ce que c'est plus tourné vers tes équipes? Est-ce que c'est plus tourné vers les usagers? Voilà, est-ce qu'il y a eu vraiment une ligne directrice qui était dit, on se tourne plutôt vers tel type de public? Moi, je dirais qu'il y a eu vraiment deux choses. Je pense pas qu'il y ait une chose qui ait pris le pas sur l'autre. Il y a eu deux choses. Il y a eu effectivement de continuer à accompagner de la meilleure manière possible nos publics. Et la deuxième chose, c'est d'améliorer notre efficacité d'intervention auprès des publics. Et là, donc, je parle de manière assez large, puisqu'on a donc ces activités qui sont très différentes. Je dirais que la chose principale vraiment qui nous a guidés, c'est de continuer à être efficace. Donc, comme je le disais, avec ce volume d'activité très important, continuer à accompagner de plus en plus de personnes, tout en gardant des moyens qui soient ceux que nous avons. Je parle de moyens humains, de moyens techniques. Comme je le rappelais en introduction, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'une entreprise privée pour investir. Et donc, notre travail et la difficulté qu'on a peut-être, c'est effectivement celle-ci. C'est de continuer à avancer, à s'améliorer, tout en étant très vigilant par rapport aux moyens qui sont engagés pour y parvenir. C'est vrai qu'il y a eu une étude en 2019 sur les objectifs principaux des associations. Et ce qui en est ressorti de cette étude, c'était que c'était surtout tourné autour de la gestion de ses activités, sur l'animation de son réseau, et aussi de mieux faire et connaître l'association et ses actions. C'est assez important parce qu'on voit finalement qu'il y a l'axe numérique sur la gestion de ses activités. Ce que tu as dit, c'est continuer à être plus efficace tout en gardant les mêmes moyens humains,
en s'adaptant avec les moyens techniques que vous avez ou que vous pouvez avoir. Et donc ce côté-là, il ressort bien, mais il y a aussi comment vous allez animer votre réseau et votre public, et aussi de mieux faire connaître l'association et ses actions. Il me semble que vous travaillez beaucoup aussi sur la partie, vous travaillez beaucoup sur la partie communication, sur site internet, un peu de réseaux sociaux aussi. C'est ça? Exactement, c'est ça. C'est important ce que tu dis sur le fait de donner à voir ce qu'on fait, puisque on est souvent un petit peu dans l'ombre des collectivités, notamment. Je pense au marché qu'on peut avoir avec les collectivités sur les travaux, un nombre de logements réhabilités, un nombre de ménages accompagnés, mais on est dans l'ombre parce que on travaille effectivement en arrière-plan et la collectivité finance, et c'est bien normal qu'elle mette en avant ce financement et l'aide qu'elle apporte. Mais c'est aussi important pour nous de donner à voir tout le travail qui est fait. C'est important pour valoriser le travail des équipes, ça c'est une première chose. C'est aussi important pour montrer aussi à la collectivité que ce qu'elle finance, c'est tout ça, c'est tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait. Donc c'est vrai que ce travail de transformation numérique, il a eu aussi pour objectif de montrer toutes ces tâches que nous faisons sur toutes les missions, que ce soit les travaux ou l'accompagnement des ménages, qu'on ne voit pas forcément et qui néanmoins sont indispensables pour arriver à l'objectif qui nous a été fixé. Sur la communication dont tu parlais, c'est vrai je trouve qu'on n'a pas forcément pris les choses au moment où il fallait les prendre. En gros, voilà, les réseaux sociaux pour les associations, c'est toujours très compliqué. Pour des questions de moyens, des questions aussi de comment on communique sur les réseaux sociaux quand on est une association à but non lucratif. Voilà, tout ça, ça a nécessité du temps. Aujourd'hui, avec notre fédération, je pense qu'on est suffisamment outillés. Et puis, tu es là aussi pour nous aider à ce niveau-là. Donc, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est indispensable qu'on puisse aller sur les réseaux sociaux pour montrer, donner à voir tout ce qui est fait dans le cadre du service social d'intérêt général. Parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais vous êtes dans un secteur hyper concurrentiel, très concurrentiel, tout à fait. Où vous devez répondre à des appels d'offres face à des concurrents. Vous avez, il me semble, mais ça tu me compléteras, le côté des autres associations qui se positionnent sur le même créneau que vous, d'autres du privé aussi, des entreprises privées, donc forcément il va falloir se démarquer. Donc c'est un peu l'objectif de ces phases de communication, de ces phases de transformation numérique, parce que l'idée c'est sûrement de montrer une belle image de vous. C'est ça, montrer une belle image de nous, montrer la belle équipe qu'on a, parce que vraiment on a œuvré pour ça, hein, on a vraiment une équipe de professionnels qui sont investis. On vient pas travailler à Solia pour rien, hein. C'est parce qu'on partage des valeurs, parce que on est engagé, et ça vraiment on le ressent dans le travail des équipes au quotidien. C'est montrer la diversité de nos missions aussi, parce que parfois on connaît Solia sur un versant et pas sur l'autre. J'imagine que certains auditeurs ne savaient pas jusqu'à présent que Solia c'était aussi l'asile de nuit. Donc voilà, c'est important de donner à voir tout ça, parce que notre plus-value c'est aussi ça. C'est le fait qu'on puisse proposer aux personnes un parcours de l'hébergement d'urgence au logement de droit commun jusqu'à l'amélioration de leur habitat dans le cadre des travaux de rénovation énergétique. C'est vrai que vous avez un public assez large entre les propriétaires, les futurs locataires, des gens qui sont, comme tu l'as dit, des sans-domicile. Donc c'est assez large et il faut savoir les accompagner finalement de bout en bout, parce que même si les missions sont diverses, vous pouvez les accompagner du début jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés, enfin réinsérés, parce que c'est l'objectif de Solia. Concrètement, dans la partie transformation numérique, comment Solia s'y est pris pour gérer plus efficacement ses activités, pour mieux collaborer en équipe? On l'a dit, là on parle surtout de Solia pour l'instant, on verra après peut-être pour l'asile de nuit. Quelles ont été les actions et de quelle manière vous avez déjà avancé? Alors au niveau des actions, c'est vrai que ce qui nous a paru important, c'est d'impliquer un petit peu tout le monde quand même dans cette transformation. Donc les étapes, elles ont été validées en comité de direction, mais on a aussi mis en place des groupes de travail avec les équipes pour impliquer directement les personnes de terrain. Parce que ce qui nous paraissait très important, c'était de prendre en compte la réalité de terrain. Les outils vont être utilisés ensuite par les équipes
lors de leur déplacement en visite chez les propriétaires, les locataires que nous accompagnons. Et si elles ne perçoivent pas le bénéfice de ces outils-là, ça ne fonctionnera pas. Donc c'était sur un principe d'adhésion, mais aussi vraiment un principe d'aller-retour, retour d'expérience et de prendre en compte ce retour-là dans cette transformation. Donc je dirais que peut-être que c'est ce qui fait aussi notre spécificité, mais dans les associations, on a souvent tendance à prendre en compte l'avis des équipes, et là encore plus dans cette transformation, parce que comme toute structure qui met en place un changement, on fait aussi face parfois à de l'inquiétude, et donc ça nous a permis de gérer justement tout ça. Donc c'est vrai que la partie collaboration, je la sens très importante. Enfin, c'est un chemin qui est donné par la direction, mais après c'est toute une implication des équipes de Solia. Vous avez après décidé de étudier, vu ce qui allait être mis en place, étudier les besoins, voir ce qui pouvait être fait. Et là, tu m'as parlé d'un frein, c'était forcément la partie financière, la partie moyen. Il y a une étude qui est sortie aussi, c'est l'étude que je parlais tout à l'heure en 2019, qui montrait que les difficultés rencontrées par les associations étaient pour 41% des moyens. Alors on va parler de moyens mais financiers, parce que ça faut faire appel à un prestataire, il faut financer des achats de matériel, de logiciels, de prestations aussi. Il y a aussi pour 57% le moyen humain. Est-ce que sur ce cas-là aussi, vous avez pu, chez Solia, se rendre compte de ce côté-là, du frein, du changement aux outils? Alors oui, c'est vrai qu'effectivement sur la partie investissement financier, c'est sûr, on a ce frein-là, d'autant plus que, comme tu le disais tout à l'heure, on est dans un secteur concurrentiel, que ce soit sur l'accompagnement social ou le champ des travaux, et que on peut pas se permettre d'augmenter nos prix pour intégrer ces investissements, ou en tout cas on ne peut le faire qu'en toute petite partie. Donc c'est vrai que ça c'est une vraie difficulté. Il nous faut donc aller trouver des fonds auprès de fondations qui veulent bien aider les associations à se développer. Heureusement qu'elles sont là d'ailleurs. Et puis aussi faire entendre à nos partenaires institutionnels qu'on a besoin d'être accompagné financièrement sur cette transformation, et pour certains ils l'ont entendu. Donc ça c'est une très bonne chose. Sur la partie moyen humain, alors à la fois oui, c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un frein, parce que forcément on aurait envie d'avoir au sein de notre équipe une personne qui soit dédiée à la mise en place de cette transformation, mais comme je le disais, on a vraiment des équipes qui sont impliquées, et chaque personne a accepté de prendre sur son temps en fait, pour se consacrer à cette transformation. Prendre sur son temps, ça veut dire, dans un plan de charge qui est déjà bien rempli, trouver quand même quelques heures dédiées à cette transformation, et tout le monde l'a fait. Ça a été vraiment très intéressant et très important. Je pense que si on n'avait pas eu cette implication des équipes, on aurait été face à une vraie difficulté. Ça, je te rejoins, je pense que l'accompagnement au changement est hyper important. Mais dans tout sujet de transformation, que tu sois dans une association ou une collectivité ou une entreprise, si l'accompagnement au changement n'est pas géré, forcément le projet va droit dans le mur. Sur la partie finance, forcément, il va falloir investir. Tout n'est pas gratuit, malheureusement. On reviendra tout de suite après de choses qui permettent aux entreprises d'avoir des outils, du matériel à moindre coût, mais on y reviendra tout de suite après. Mais pour moi, c'est pour avoir vécu et suivi plusieurs associations de différents secteurs, soit du secteur associatif, sportif, soit du secteur de l'aide à domicile aussi. On est vraiment dans le même contexte que vous, c'est-à-dire il faut se transformer pour capter des gens. Alors les gens, ça peut être pour capter le public. Je pense que le terme est bon parce que le public peut être large. C'est autant capter pour moi le côté nouveau bénévole, parce qu'il y a besoin de bénévoles. On parle du secteur sportif par exemple qui a besoin de bénévoles. J'ai accompagné le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier sur la partie audit, système d'information. Il faut capter les bénévoles, il faut qu'ils soient là pour faire vivre l'association. Il y a le côté aussi ceux qui vont vous permettre de vivre, vos licenciés pour un sportif, vos usagers pour vous, les différents clients. On va parler des clients, ceux qui vont permettre de ramener un
d'argent et aussi le côté salarié, parce que les salariés, il faut les garder. Il faut leur donner un travail intéressant et aussi des outils intéressants. Donc la transformation numérique va aider, je pense aussi à faciliter l'embauche, à faciliter parce que c'est sûr que si vous avez des outils qui marchent bien, qui sont bien rodés, avec des bons process derrière, il faut toujours ramener ça au métier. Je pense que c'est mieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as senti depuis quelques années où les gens sont en recherche aussi d'outils, de facilité de travail Complètement, oui. Je dirais que là, ça s'est vraiment accéléré avec le contexte de la pandémie. Mais déjà, depuis 3-4 ans, on sentait que dans le cas des recrutements, il y avait une demande des personnes de pouvoir avoir accès à un confort de travail. Et quand je dis confort de travail, c'est pas... je parle pas de rythme de travail, je parle vraiment de, comme tu le disais, de process. Que les choses soient claires, bien inscrites, lisibles, transmissibles. Et ça, vraiment, on le voyait déjà il y a 3-4 ans. Ça s'est accéléré, comme je le disais, dans le contexte de la pandémie, où là, c'est rajouté cette notion de confort de travail sur la partie outils. Outils, c'est-à-dire pouvoir bénéficier de logiciels vraiment adaptés à la mission, mais aussi de pouvoir télétravailler. Et la mise en place du télétravail, elle n'a été possible ici à Solia que parce qu'on avait engagé cette transformation numérique. C'est vrai que si on l'avait pas engagée, on aurait été vraiment face à un blocage pour mettre en place ça dans des délais absolument délirants, il faut dire les choses. Mais ce qui est très positif, c'est qu'aujourd'hui, quand on recrute, on peut mettre en avant tout ça. Et on peut même aujourd'hui imaginer, faire perdurer ces process et notamment le télétravail par la suite, hors contexte de pandémie. Donc c'est le côté très positif. Je pense que c'était une question que je venais juste de me noter par rapport au contexte pandémie, ce que je pense que c'est hyper important, c'est que vous aussi, il y a la pandémie, donc vous aussi vous êtes impacté. Il a fallu adapter votre activité et vos process. Et c'est là où la transformation numérique, comme tu l'as dit, vous a aidé. Parce que vous étiez presque prêt, parce qu'il y a des évolutions à faire, mais vous étiez presque prêt. Et parce que toi, tu as pu mettre tes équipes l'année dernière rapidement en télétravail. Je pense qu'en une semaine, d'après ce que je me rappelle, en une semaine, c'était bien. Et finalement, est-ce que ça vous a fait évoluer au niveau du comité de direction, dans vos réflexions autour du télétravail, dans vos manières d'aborder aussi le management? Enfin, il y a tout ce sujet-là autour, parce on parle de transformation numérique, ok, mais elle est là, elle vous a permis de proposer le télétravail par la force des choses, mais est-ce que aussi derrière vous, ça vous fait réfléchir à une nouvelle manière de travailler et de travailler? Bien sûr. Au niveau du comité de direction, en toute transparence, c'est vrai que le télétravail n'était pas du tout abordé jusqu'à il y a peu de temps. La transformation numérique nous a permis de l'aborder assez sereinement, et ça c'est très bien. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de l'instaurer dans nos pratiques et dans notre vision du management. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. C'est quelque chose que je défends depuis longtemps, donc ça me va. Mais de toute façon, comme on le disait, ce qui est important, c'est que de toute façon, dans les personnes qu'on recrute, il y a cette demande de pouvoir accéder à du télétravail. C'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre. On le fait dans nos process de recrutement aujourd'hui, on le met même en avant. Donc quand on recrute quelqu'un donc sur des compétences très spécifiques, parce qu'on a vraiment des métiers avec des compétences spécifiques, on le met en avant et on sait que ça va être quelque chose qui va faire mouche auprès de la personne. Voilà. Donc c'est intégré aujourd'hui. On peut dire ça comme ça. Non, c'est très bien, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que je l'ai vu dans la façon dont vous avez abordé la chose, et c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les freins, on parlait de la partie stratégique, mais c'est une réflexion qui a démarré il y a quelques années avec Solia, où vous êtes posé vraiment quelle est notre stratégie, tu l'as dit, accroissement de l'activité, s'adapter aussi aux collectivités, s'adapter à nous, et donc vous avez pu vous dire, voilà, on doit aller là, et il faut qu'on y aille. Et sur ce sujet-là, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement c'est fini, ou il reste encore des choses à faire? Bon, il reste des choses à faire, bien sûr. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que, oui, comme tu le disais, on sent qu'il y a des endroits où il faut absolument aller, mais on n'est pas non plus expert.
Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner là-dessus. Il y a des choses encore sur lesquelles voilà, on sent que notre direction, elle doit aller par là, et en même temps, on sait pas exactement comment, dans quelle mesure il faut s'engager tout de suite ou pas. Encore une fois, est-ce qu'il faut investir tout de suite ou attendre un peu? Enfin, tout ça, c'est des questions qui sont récurrentes en fait, au niveau du conseil d'administration. Pour pouvoir répondre aux appels d'offres, c'est important. Faire face à la concurrence, c'est important. Et puis répondre aussi à un cadre réglementaire qui s'impose à nous, notamment sur la protection des données. Il faut absolument qu'on aille sur ces champs-là. Et il faut absolument être accompagné pour ça, donc j'insiste là-dessus. Au niveau des associations, trouver les bons moyens d'être accompagné pour pouvoir prendre cette direction quand il faut la prendre et pas trop tard, parce que malheureusement après c'est compliqué. Je te rejoins forcément sur la partie accompagnement, ça c'est le créneau de Stratécie. Je pense que c'est important, il n'y a pas que Stratécie qui peut le faire, il y a d'autres structures, il y a des structures associatives qui existent comme webasso.org, qui est une association de professionnels qui aide bénévolement les associations humanitaires. Il y a le label PANA qui permet de donner ce qui est un réseau de structures qui accompagne les associations dans la prise en main des outils informatiques et les sensibilisations. Il y a ce qu'on appelle aussi Résolution numérique, qui accompagne les associations dans leur transformation numérique. Il y a aussi Solidatech, qui est important, qui est un programme de solidarité numérique dédié aux associations et qui leur permet de mettre à disposition des références, des logiciels, du matériel informatique à titre gratuit ou à titre solidaire au travers de partenariats. Je trouve que c'est assez important parce que beaucoup d'associations ne savent pas qu'elles peuvent avoir gratuitement des outils type Microsoft 365 avec des coûts de licence qui sont dérisoires. Donc au lieu de craquer des licences, voilà, les gens pourraient y aller. Et ça, de ce côté-là, Solia Loire Solia Loire, Puy-de-Dôme et l'Asile de Nuit utilisent ces services-là pour avoir des prix intéressants, des licences logicielles par exemple. Tu me confirmes ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis peu de temps, Tout pas à 3 fait. ans. Je te confirme effectivement que c'est très important, que ça nous permet effectivement d'accéder à des licences gratuitement, licences qui sont absolument indispensables à nos métiers. Et je te rejoins quand tu dis que certaines associations le méconnaissent certainement parce que on gravite dans un environnement associatif, dans un réseau associatif, de petites associations parfois, associations caritatives notamment, qui sont en difficulté pour justement accéder à ces licences. Et c'est aussi par notre biais à nous, parce qu'on a aussi notre chemin et notre message à faire passer à ce niveau-là, c'est aussi par notre biais à nous qu'elles peuvent avoir ces informations-là. C'est important de pouvoir le diffuser et entre associations, on le fait régulièrement. C'est aussi un peu le but du podcast, notre manière de communiquer, c'est bon, forcément, nous on n'est pas une association, enfin des entreprises sont pas une association, mais moi ça m'arrive régulièrement d'être face à des gens qui sont bénévoles dans des associations et de leur parler de ces programmes-là, leur expliquer comment ça se passe et même de leur montrer, je vais y passer pas longtemps et voilà, et au moins ça leur a permis de gagner en efficacité, gagner en sécurité, c'est le sujet qu'on va voir derrière en plus, parce que faut pas oublier qu'une association est aussi soumise aux mêmes règles qu'une entreprise. Elle va avoir de plus en plus de données numériques, de données personnelles, et elles sont forcément soumises à ce règlement général de la protection des données. Et dans le secteur associatif, c'est quelque chose qui est devenu complètement incontournable et qu'il faut bien prendre en compte dans la partie transformation numérique. Vous avez une banque de données qui devient de plus en plus grande et qui est complètement nouvelle. Donc il va falloir les traiter. C'est des données qui sont manipulées forcément par les associations, notamment tu le disais dans le domaine médical, dans le social et dans le caritatif. Donc les Solia et l'Asile de Nuit sont vraiment dans ces domaines-là. Vous avez des données hautement sensibles, comme des fois des données de dossiers médicaux, des gens avec qui sont exilés, qui sont qui demandent l'asile, enfin voilà, des choses hautement sensibles, et l'évolution du numérique a simplement créé un moyen de l'enregistrer. Donc moi j'ai pu voir dans certaines associations que c'était enregistré de manière complètement non sécurisée, non sauvegardée, enfin voilà, toutes ces choses-là, et ça devient primordial.
ça devient primordial et la RGPD est là pour réguler ça et toutes les associations, comme les entreprises et les collectivités, sont soumises à ce règlement général de la protection des données depuis maintenant 3 ans. Est-ce que ça, vous à Solia, vous avez bien pris en compte tout ça? Est-ce que c'est la RGPD, est-ce que c'est un enjeu nouveau? C'est quelque chose que vous avez déjà pris en compte avant avec la loi informatique et liberté de 1978? Voilà, comment vous avez pu voir ça? Au niveau de notre association, c'est vrai que on a, comme je le disais, très vite gagné en volume d'activité, mais c'est vrai qu'on a été en difficulté pour gérer cette sécurisation des données qu'on accumulait pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous étaient fixés. Donc je dirais que la mesure, on l'a prise maintenant, oui bien sûr. C'est vraiment quelque chose auquel on est sensible. On a nommé un délégué à la protection des données, on a mis en place ce genre de process-là. Par contre, c'est vrai que il a fallu qu'on soit accompagné pour vraiment prendre la mesure de ce qu'il fallait mettre en place. Parce qu'encore une fois, ça reste très complexe. Protéger des données, mais comment? On part d'où? On va jusqu'où? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Donc ça nécessite à la fois de se former, d'être sensibilisé, mais de se former aussi. Et puis après, de diffuser l'information à toutes les équipes, à tous les niveaux. Et là, encore une fois, là c'est difficile. Sur la partie accompagnement social notamment, parce que se rajoute une complexité, c'est le secret professionnel. Donc la protection des données, oui, et le secret professionnel, oui, sont deux choses différentes. Dans l'esprit des professionnels, c'est compliqué à comprendre tout ça. Donc on a encore de la pédagogie à faire, mais globalement, je dirais que là on est sur la bonne lancée, puis on a mis en place vraiment des choses qui permettent aujourd'hui de rassurer nos usagers et nos partenaires financeurs sur cette question. Justement, c'est un sujet où vous avez besoin de rassurer vos financeurs. Vous devez répondre, je pense, à des questions de leur part. Donc ça, tu m'expliqueras aussi comment ça se matérialise, on va dire, de votre côté, mais aussi face aux usagers. Est-ce que aussi, depuis quelques années, il y a ce besoin d'être rassuré sur le fait que mes données que je vous donne sont bien sécurisées? Je trouve que l'inquiétude, elle vient plus, enfin l'inquiétude, pas l'inquiétude, mais la question est plus posée du côté des commanditaires que des usagers aujourd'hui. Parce que les usagers viennent vers nous en confiance, quand même, ça on le sent. Et c'est vrai qu'on a très peu de questions à ce niveau-là de la part de nos usagers. Nos commanditaires, par contre, oui. Et je dirais que là, c'est un petit peu aussi ce qui est compliqué pour nous, parce que nos commanditaires exigent de nous que l'on transmette un certain nombre de données, mais exigent aussi qu'on leur apporte la certitude que ces données, elles seront bien sécurisées. Donc voilà, il faut à la fois être volontaire, partie prenante pour communiquer des données et mettre en place tout ce qu'il faut pour bien les sécuriser. Donc voilà, ça se joue à deux niveaux et la complexité, elle est là. Et puis l'autre difficulté, c'est que dans le cadre des appels d'offres aujourd'hui, on se doit de produire des notes, des explications et des preuves que ces données sont bien sécurisées, qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour ça. Super, donc c'est vrai qu'on le voit, transformation numérique et sécurité des données, ça va pas l'un sans l'autre, qu'il faut bien penser tout ça sur un ensemble. Merci Delphine, on arrive à la fin et je voudrais savoir quelle est ta conclusion, quel est ton petit mot de la fin par rapport à tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil aux associations? Alors comme conseil aux associations, de ne pas hésiter à aller chercher effectivement l'aide pour se faire accompagner sur ce type de démarche. Ne pas avoir peur du numérique aussi. Voilà, même si la plupart des associations aujourd'hui sont engagées dans certaines démarches, je pense à toutes celles qui sont peut-être les plus petites associations caritatives ou qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles et rencontrent des difficultés. Ne pas avoir peur aussi d'aller au niveau de leur réseau associatif chercher de l'aide, des renseignements. Moi en tout cas, je me ferai un plaisir de renseigner les collègues à ce niveau-là. Et puis la dernière chose, c'est peut-être là plus vis-à-vis de nos partenaires, leur rappeler que Solia est complètement engagée dans cette transformation et que c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est justement ça. Tu l'as bien dit, c'est que les associations ont tout à gagner pour cette transition numérique.
Il y a des avantages en termes de gestion, comme tu l'as dit, mais aussi de communication, d'amélioration du quotidien, d'être plus efficace dans les réalisations. C'est bien là l'enjeu, de donner la possibilité aux associations de renforcer leur impact sur la société, parce que c'est ça, une association est là pour avoir un impact sur la société, que ce soit sportif, social, caritatif, santé, enfin peu importe. Techniquement, il y a des solutions qui existent, qui sont développées à l'origine pour les entreprises et qui sont transposables au monde associatif. Il en existe quelques-unes, que ce soit au niveau de la gestion, communication, organisation. Les nouvelles technologies sont là pour aider les associations. Demain, on va peut-être arriver à implémenter de l'intelligence artificielle, à aller sur du big data. C'est des sujets, je sais que vous y travaillez avec des startups issues de l'école des mines sur un sujet avec IMOP, si je me trompe pas. Voilà, donc c'est des sujets où vous y allez. Et je pense que c'est hyper important de le voir. Je sais qu'il y a d'autres idées en tête demain avec le développement d'un outil métier pour la partie rénovation de l'habitat, où l'idée c'est d'aller un jour un peu plus loin. Donc pour moi, c'est hyper important qu'on va passer à l'association 2.0. On en parle beaucoup, on parle d'industrie 3.0, 4.0. Voilà, l'idée c'est d'aller vers quelque chose de plus numérique et que le numérique soit au service de l'association. Et ça, il faut bien savoir aussi, on l'a dit, c'est que ça ne marchera qu'avec le soutien des ressources humaines, que ce soit des bénévoles, des usagers, mais aussi après des moyens financiers. Je te remercie beaucoup Delphine pour nos échanges, c'était très très intéressant. Finalement, tu vois, ça s'est bien passé. C'était avec plaisir, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, LinkedIn, Twitter. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater nos prochains épisodes. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur DSI et des hommes.